Donc, on va commencer. Donc, je suis le professeur Julien Vallière, vice-doyen master de la faculté, raison pour laquelle je me trouve devant vous. Vous avez à mes côtés Madame Céline Perret, qui est responsable accueil scolarité. On pourra également répondre à votre question. Alors, on va vous faire une présentation donc, sur la sélection en master et la nouvelle plateforme nationale qui vous permettra de candidater. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord une présentation à l'aide d'un support PowerPoint que je vais partager. Vous pourrez vous poser vos questions sur le chat. Et alors, ce qu'on va vous proposer, c'est d'attendre la fin de la présentation pour commencer à poser vos questions, parce que vous ne les voyez pas, mais Mesdames Pedrosa et Arquet sont également derrière leurs écrans et vont pouvoir lire vos questions. Mais attendez la fin de présentation pour les questions. Alors, je commence tout de suite. Je vais vous partager l'écran. C'est pas ça, c'est ça. Voilà. Donc, normalement, vous devez ici voir le PowerPoint. Donc, on commence par les dates de la campagne donc, de sélection, que vous connaissez certainement déjà. Donc, depuis le 1er février 2023, vous avez accès à la plateforme Mon Master, pour le moment uniquement en consultation des offres de formation, et c'est à partir du 22 mars et jusqu'au 18 avril que vous pourrez donc candidater. Puisqu'à partir de là, pour chaque parcours de master, un bouton « Je candidate » apparaîtra. Ensuite, du 24 avril au 16 juin 2023, les responsables de parcours de master examinent vos candidatures. Et ensuite, à compter du 23 juillet et jusqu'au 21 juillet, vous recevrez les réponses à vos différentes candidatures. Et ensuite, dès le 23 juin, si vous avez déjà des réponses positives et que vous les acceptez, vous pourrez vous inscrire administrativement à la faculté de droit de Bordeaux ou dans d'autres universités. Donc, vous avez 3 phases sur cette campagne. Une phase de recherche des formations qui, en fait, commence dès le 1er février, mais qui peut aller jusqu'à la dernière date de dépôt des candidatures. La phase de candidature elle-même du 22 mars au 18 avril et enfin la phase de résultat du 23 juin au 21 juillet 2023. Bon. Je vous ai mis également la même chose mais en version image. Trop d'intérêt. Alors, quelques éléments généraux sur cette campagne. Donc, les candidatures s'effectuent via la plateforme nationale Mon Master. Alors, est-ce que si je vais direct, est-ce que ça partage aussi? Ça, je ne suis pas sûr. Sophie, vous voyez, non. Faudrait que je fasse différemment. Alors, faudrait que je partage. Est-ce que je peux partager tout l'écran? Voilà. Donc, voici la plateforme Mon Master. Je pense que vous êtes déjà allé voir. Alors, la particularité, c'est que les recherches, si vous faites une recherche par master, par exemple, le droit des affaires approfondies, par hasard, vous ne tombez pas sur le master, vous tombez sur la mention. Donc, mention droit des affaires, et c'est ensuite au sein de la mention que vous voyez apparaître le master qui éventuellement vous intéresse. Donc là, faites attention quand vous recherchez par master, vous tombez systématiquement sur les mentions. Et on reviendra après pour savoir ce qu'est une mention de master. Je repasse sur le diaporama. C'est bon. Donc, voilà la plateforme. Donc, ce que je vous dis, ça regroupe donc les offres de formation de master de toutes les universités françaises. Vous pouvez consulter donc les différents parcours de master. Qui candidatera sur cette plateforme? Tous les étudiants inscrits en L3, tous ceux déjà titulaires d'un diplôme de licence 3 qui n'auraient pas eu l'an dernier une place dans le master qui leur intéresse ou qui voudraient refaire un master 1. Et enfin, les titulaires d'un diplôme considéré comme équivalent à la licence pour le parcours considéré, alors ce qui peut être intéressant pour des étudiants qui, par exemple, auraient fait leur licence dans un pays étranger, par exemple en Angleterre, et qui auraient obtenu un diplôme équivalent à la licence française. Alors, je vous ai mis qui ne candidate pas via cette plateforme. Donc, les étudiants de nationalité étrangère qui relèvent du programme Études en France,
Alors, les étudiants autorisés à redoubler en Master 1, a priori, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, et les étudiants relevant de cursus licence master intégré, mais il n'y en a pas à la fac de droit de Bordeaux. Chose qui vous intéresse particulièrement, vous allez pouvoir former jusqu'à 15 vœux pour des parcours en formation classique, plus 15 vœux pour des parcours en alternance, mais alternance commençant dès le master 1. Donc, à la faculté de droit de Bordeaux, il n'y en a pas. Donc, pour ce qui concerne la faculté de droit de Bordeaux, vous restez sur des formations classiques 15 vœux. Le décompte des vœux s'effectue par mention. Donc, vous candidatez à des masters, à des parcours de master, mais le décompte de vos vœux se fait par mention. Donc, je vous ai mis un petit exemple. Si vous candidatez à 5 des 8 parcours de la mention droit des affaires, bien, ça compte pour un vœu. Si vous candidatez à 3 des 5 parcours de la mention droit pénal sciences criminelles, ça compte là aussi pour un vœu, ce qui veut dire que vous pouvez théoriquement faire 70, 80 candidatures en réalité. Ce n'est pas forcément le conseil que je vous donne, mais c'est possible. Voilà pour les éléments généraux. Je vous ai listé ensuite les différentes mentions qui existent à la faculté de droit de Bordeaux. Donc, on a 13 mentions. Droit des affaires, droit européen, droit international, droit notarial, droit pénal, droit privé, droit de la propriété intellectuelle, droit public, droit de la santé, droit social, histoire du droit, justice, procès, procédure et sciences politiques. Vous voyez que chacune de ces mentions regroupe plusieurs parcours de master, jusqu'à 8, et pour certaines mentions, un seul parcours, notamment notariat, droit de la santé et histoire. La présentation des parcours de master se fera, normalement vous avez reçu un mail sur les différentes dates, entre le 21 février et le 15 mars 2023. Les responsables des différents masters vous les présenteront. C'est de la visioconférence, à part un ou deux masters qui font de l'hybride. Vous avez reçu un mail. Normalement, vous avez dû remarquer que sur ce message, certains masters n'apparaissent pas encore, mais vous allez recevoir un nouveau mail mis à jour avec toutes les dates. Donc, je vous invite, je vous conseille vraiment sérieusement, pour les masters qui vous intéressent, d'essayer d'assister à cette visioconférence pour poser les questions qui vous turlupinent. Et si vous ne pouvez pas y assister, de toute façon, vous pourrez récupérer la vidéo sur le site de la faculté. Pour les séances enregistrées, mais normalement, tout le monde enregistre. Bon, c'est pas sûr que tout le monde enregistre. Donc, faites ce qu'il faut pour assister aux visio. Et ensuite, du 15 au 22 mars, donc ça, c'est une nouveauté de cette année, il y aura normalement une journée des masters, donc un stand pour chaque master animé par des étudiants actuellement en Master 2 ou Master 1. Alors, je dis tout de suite que pour les masters en droit comparé, c'est la période pendant laquelle les étudiants sont en mobilité internationale. Donc, pour les masters droit comparé, a priori, il n'y aura pas de stand. Voilà. Mais pour la plupart des autres, normalement, il y aura un stand avec les étudiants actuellement en Master 2. Donc, ça, c'est une source d'information supplémentaire pour celles et ceux qui ont besoin encore de renseignements, qui hésitent entre plusieurs masters. Ensuite, bon, je vous ai détaillé rapidement, mais je pense qu'on ne va pas s'y arrêter non plus, mais ça, on pourra leur envoyer le support pour. Oui, donc, je vous ai détaillé sur le diaporama les différents masters pour chaque mention, et normalement, c'est cliquable, et ça renvoie directement sur le site de la fac. Donc ça sera, je pense, assez facile d'utilisation pour vous. Donc, je ne fais pas le détail, voilà, j'ai fait toutes les mentions. Tac, oui, alors sur un des masters, il n'y a pas encore le... Bref. Ouais, il faut que je précise peut-être. Pour le master, les masters de la mention droit de la propriété intellectuelle, vous avez 2 masters différents, mais qui ouvrent de manière alternative. Une année, c'est audience, l'autre année, c'est médiatique en master 1, et cette année, il semblerait que ce soit audience qui ouvre. Donc, vous ne pourrez candidater pour le master 1 qu'au master audience. Voilà, bon, il y a des diplômes délocalisés. Alors, de toute façon, il faudra aller voir, parce que chaque master a ses spécificités, ses particularités. Donc, surtout, allez bien vous renseigner.
Donc, qu'est-ce qu'un parcours de Master 2? Donc ça, je pense que vous le savez pour la plupart, mais je préfère le dire tout de suite. Vous candidatez donc ce qu'on appelle maintenant un parcours de Master 1. Donc, un parcours de Master 1, c'est quoi? C'est une formation en 2 ans avec une année de Master 1, une année de Master 2. Donc, vous ne candidatez pas simplement pour le Master 1. Vous candidatez bien pour les 2 années. Si vous êtes accepté dans un parcours X ou Y et que vous validez votre Master 1, il n'y a plus de sélection. Vous passez automatiquement en Master 2. Donc ça, c'est un point essentiel à comprendre, que c'est pour 2 ans que vous candidatez. En fait, même vous candidatez plus pour le Master 2 que pour le Master. Donc, il y a des conséquences importantes, c'est que il est difficile de changer de parcours après le Master 1. Donc, il faut faire attention de ne pas se tromper. Pourquoi c'est difficile? Parce que, imaginons, dans mon Master, j'ai 20 places. Je sélectionne 20 étudiants qui passent en Master 1. Les 20 étudiants valident leur Master 1. J'ai 20 étudiants en Master 2. Donc, j'ai déjà mon Master 2 rempli. Donc, je vais pouvoir prendre éventuellement 1 ou 2 personnes supplémentaires parce qu'ils ont candidaté, que ce sont des candidats très intéressants, mais j'en prendrai pas plus. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Vous partez pour 2 années. Et les changements après le Master 1 sont beaucoup plus limités. Ensuite, le choix du parcours donc, doit être fait en considération des 2 années de Master et en fait surtout de l'année de Master 2. Pourquoi? Parce qu'au sein d'une même mention, les différents Master 1 sont en fait assez homogènes. Donc, vous avez plus ou moins les mêmes enseignements. Donc, dans certains masters, ce sont des cours obligatoires et dans l'autre, c'est un cours à option. Mais globalement, c'est à peu près la même chose. Les vraies particularités, elles commencent en Master 2. Donc, vos candidatures, elles doivent être... il faut que vous regardiez ce qui se passe en Master 1, mais surtout, il faut que vous regardiez ce qui se passe en Master 2 et que vous orientez, on y reviendra, vos lettres de motivation, votre CV vers le Master 2. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les responsables de parcours, les responsables de master, eux, ce qui les intéresse, ce sont vos candidatures au regard du Master 2. Donc, on sélectionne réellement en se disant, voilà, les étudiants que je sélectionne aujourd'hui, voilà, dans 1 an, je les ai en Master 2 et c'est en Master 2, moi, que ça m'intéresse. Voilà, ça, je pense que vous le saviez, mais il faut vraiment être attentif parce que chaque année, on a quand même des candidatures où dans les lettres de motivation, on ne nous parle que du Master 1 et en fait, nous, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse en tant que responsable de parcours, c'est le Master 2. Donc ça, il faut faire attention et de même bien comprendre que vous ne candidatez pas pour n'importe quel parcours d'une même mention, mais bien pour un parcours particulier. On a encore chaque année des étudiants qui, dans leur lettre de motivation, nous disent moi, j'aime le droit privé. Ils candidatent pour un parcours de la mention droit privé, mais ne nous précisent pas quel parcours effectivement les intéresse. Donc ça, il faut vraiment être très clair là-dessus si vous voulez être pris dans un master. Comment choisir son ou ses parcours de master? Donc, sur la plateforme Mon Master, vous pouvez cliquer sur, alors on va y retourner, sur la plateforme, vous avez un bouton Voir la fiche formation. Ce bouton vous renvoie vers le site de l'Université de Bordeaux. Alors, vous avez quelques informations sur ce site. Normalement, vous devriez en avoir plus très bientôt. Mais pour le moment, il faut bien le dire, il n'y a pas grand-chose sur le site de l'université. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est aussi de vous rendre sur le site de la faculté de droit. Là, vous avez davantage d'informations. Vous avez toutes les mentions. On peut aller voir la mention, par exemple, droit européen. Les différents parcours. Et ici, vous avez des choses un peu plus détaillées, notamment toutes les maquettes. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de partir le master qui vous intéresse. Vous allez voir sur la plateforme master parce que vous avez tous les attendus. Et ensuite, vous allez directement sur le site de la faculté de Bordeaux pour avoir le détail. Alors, ce détail, c'est ce que je vous ai mis là. Les différents liens renvoient directement au site de la fac de Bordeaux. C'est ce que je vous ai mis sur le diapo. Donc, pour chaque parcours, vérifiez donc bien le champ disciplinaire.
Vérifiez ensuite s'il s'agit d'un master très spécialisé, plutôt généraliste, privé ou public. Vous vérifiez bien les attendus qui sont mentionnés sur la plateforme master. Vous vérifiez qu'ils correspondent. Ensuite, vous vous renseignez sur les enseignements de Master 1. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pour les différents masters d'une même mention, vous prenez les maquettes des différents Master 1 et vous comparez les enseignements. Vous verrez que c'est à peu près les mêmes et ce qui change, c'est est-ce qu'ils sont obligatoires, optionnels, ATD, pas ATD. Et ensuite, vous vous renseignez précisément sur les particularités du Master 2. Là encore, en les comparant aux particularités des autres Master 2 d'une même mention. Donc, vous regardez le nombre d'heures de cours, vous regardez s'il y a une mobilité internationale qui est obligatoire. Donc ça, c'est le cas notamment dans les masters de droit comparé, ce qui veut dire que dans votre lettre de motivation, il va falloir expliquer, oui, j'ai bien compris qu'il y avait une mobilité internationale en Master 2, et moi, j'aimerais bien aller dans tel pays, j'ai repéré tel truc, etc. Vous regardez les stages, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'ils sont obligatoires, est-ce qu'ils sont facultatifs, vous regardez s'il y a de l'alternance, est-ce que c'est de l'apprentissage contrat professionnel, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a un mémoire de recherche ou non, vous regardez évidemment les débouchés professionnels, j'ai mis autre chose, mais je ne vois pas ce que c'est, etc. Voilà, donc vous faites bien attention à tout ça et vous y faites attention à la fois pour choisir le master qui vous intéresse et vous y faites attention aussi pour orienter votre candidature et bien faire comprendre aux directeurs ou aux directrices de master que vous avez compris dans quoi vous vous lancez, que vous êtes prêt à le faire, que ça correspond à votre projet, etc. Voilà là-dessus. Alors, comment candidater à un parcours? Peut-être Madame Perret vous en dira un peu plus au regard des questions. Donc, à partir du 22 mars, normalement sur la plateforme, à côté, voilà, normalement à côté du bouton voir la fiche formation, apparaîtra un bouton bleu « Je candidate ». Donc, tout se fera via la plateforme. Vous devrez remplir un dossier de candidature. Alors, pour chaque dossier de candidature, enfin, vous aurez des informations aux pièces générales à transmettre, à indiquer, et là, ça vaudra pour toutes vos candidatures futures. Donc, normalement, vous n'aurez pas systématiquement à remettre votre nom, prénom, relevé de notes, CV, etc. Par ailleurs, vous pourrez vous faire comment ils appellent ça? Une bibliothèque. Une bibliothèque sur la plateforme, c'est-à-dire transférer, enfin téléverser sur la plateforme tous les documents dont vous aurez besoin pour vos candidatures et ensuite, en fonction des candidatures, les téléverser. Donc, si tout marche bien, enfin, si tout fonctionne bien, ça devrait être assez pratique. Et ensuite, pour chaque parcours, vous pourrez avoir éventuellement des pièces ou des informations particulières à indiquer. Donc, les lettres de motivation, éventuellement des certificats de langue. Alors, je dis éventuellement, hein, ce n'est pas demandé pour tous les parcours, ne vous inquiétez pas. Éventuellement des lettres de recommandation. Certains directeurs de master peuvent les demander. Éventuellement des attestations de stage. Et ce qui apparaîtra toujours, je pense, ce sont les notes obtenues dans telle matière. Je ne sais pas. Si vous candidatez à un master de droit public approfondi, par exemple, vos notes en droit administratif et en droit constitutionnel. Master en droit pénal, vos notes en droit pénal, procédure pénale, etc. Les moyennes obtenues en L2, 1, L2 et ainsi de suite. Donc, chaque parcours est susceptible, enfin, pour chaque candidature à tel ou tel parcours, les directeurs de parcours sont susceptibles de vous demander des informations supplémentaires qu'un autre directeur de master ne vous demandera pas. Donc ça, faites attention à bien remplir vos dossiers de manière complète. Et je vous l'ai dit, mais je vais vous le redire tout le long, hein, adaptez votre candidature à chaque parcours de master. L'examen des candidatures, justement, bien, ce sont donc les responsables de parcours qui examinent les candidatures et non pas les responsables de mention. Donc, ce qui peut être bien, bon, je vais vous le redire après. Donc, qu'est-ce qui est pris en considération dans l'examen d'une candidature? D'abord, les attendus indiqués sur la plateforme. Donc, si on repart sur la plateforme, par exemple, voilà, on voit les attendus pour le master droit des affaires approfondies. Bon, j'en fais un peu la pub puisque j'en suis le directeur, hein, je suis navré. Vous voyez les attendus, donc avoir suivi des enseignements de droit civil, droit des affaires et travaux dirigés, savoir travailler en autonomie, maîtriser la méthodologie, maîtriser au moins une langue étrangère,
manifester un intérêt pour la formation, blablabla. Blablabla. C'est quand même globalement assez classique et vous aurez à peu près la même chose pour tous les parcours avec parfois des spécificités plus marquées. Donc, sont pris en considération les attendus. En règle générale, à quoi font attention les directeurs de parcours? Ils font attention au dossier académique. C'est-à-dire, ils font attention aux moyennes, aux éventuelles mentions si vous en avez eu. Ils font attention aussi aux notes obtenues dans la discipline concernée. Donc, typiquement, un master de droit pénal, il va faire très attention aux notes que vous avez eues en droit pénal, ce qui est bien logique. Il sera moins attentif aux notes que vous auriez eues, je ne sais pas, en droit des assurances. Bon. Vous avez eu une très mauvaise note en droit des assurances, mais une très bonne note en droit pénal, pour une candidature dans un master pénal, ce n'est pas très grave. Donc ça, il ne faut pas que vous vous inquiétez si pour une matière qui ne relève pas du master qui vous concerne particulièrement, vous avez une mauvaise note. Ça, les responsables de master sont tout à fait aptes à le comprendre, et se diront, mais c'est pas grave. Pour la matière essentielle pour ce master, l'étudiant ou l'étudiante en question est très bon. Qu'est-ce qui est pris en considération aussi? Les lettres de motivation. Donc ça, j'insiste beaucoup sur les lettres de motivation. Alors, sachez qu'elles sont lues. Alors, elles sont lues, évidemment, en fonction du nombre de candidatures. Si vous avez 1500 candidatures pour 20 places, le directeur de master va lire les lettres de motivation des 500 meilleurs dossiers. Il ne va pas les lire jusqu'au 1500e, parce qu'il aura déjà rempli son master, déjà rempli sa liste d'attente. Ça, il faut en être conscient. Mais la lettre de motivation, voilà, elles sont quand même lues et elles sont très importantes parce que c'est là que vous pouvez démontrer que vous avez parfaitement compris le master auquel vous candidatez. Et ça, il faut le faire comprendre à celui qui vous lit. Donc, bien expliquer que voilà, le Master 1 vous intéresse, mais que c'est surtout le Master 2 qui vous intéresse parce qu'il présente telle ou telle particularité. Dans les lettres de motivation, je vous invite aussi à indiquer d'éventuels accidents de parcours. Accident de parcours, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, vous avez redoublé la L1. Bon, a priori, ce n'est pas très grave, mais enfin, ça ne coûte rien de dire dans la lettre de motivation, voilà, la L1, j'avais du mal à me situer, j'ai redoublé, mais ensuite, ça s'est très bien passé. Si vous avez une très mauvaise note dans une matière importante pour un master, ça peut être intéressant de le dire. Pourquoi? Parce que le directeur de master, il va regarder votre relevé de notes. Donc, si vous dites, moi j'adore le droit civil, je suis un spécialiste de droit des contrats, et qu'il voit qu'en L2, en droit des contrats, vous avez eu 7 sur 20, il va se dire, il y a un petit souci quelque part. Donc, autant être honnête et l'expliquer, plutôt que celui qui vous lit se dise, bon, on est en train de me pipoter. Donc ça, voilà, il faut y penser. Pensez bien aussi, alors pour les étudiants bordelais, c'est peut-être moins important, mais pour les éventuels étudiants d'autres universités, dans votre lettre de motivation, c'est bien d'expliquer pourquoi vous voulez venir à Bordeaux. Parce que lorsqu'on a des candidatures de villes très éloignées, assez éloignées, je pense à Strasbourg, Marseille notamment, nous, directeurs, directrices de master, on se dit, mais pourquoi ils viendraient de Marseille à Bordeaux alors qu'à Marseille, il y a potentiellement les mêmes masters qu'à Bordeaux. Donc, ça, il faut l'expliquer dans l'aide de motivation. Dire, en fait, voilà, moi, je me rapproche de Bordeaux parce que j'ai de la famille ou parce que, je ne sais pas, mon copain a déménagé. Enfin, on s'en fiche, hein, mais dire, oui, je vais vraiment venir à Bordeaux. Si vous êtes déjà de Bordeaux, bon, on suppose qu'a priori, vous avez envie de rester ou que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça ne concerne pas. Je vous ai dit aussi d'essayer de mettre en valeur votre parcours. Donc, je sais que c'est une question récurrente des étudiants et étudiantes. Est-ce qu'il faut absolument avoir fait un stage? Non. La plupart des directeurs, directrices de master s'en fichent en réalité, sauf si c'est indiqué dans les attendus avoir fait un stage. Bon. Donc, si vous en avez fait un, c'est très bien. Si vous n'en avez pas fait, c'est pas grave. Si vous avez dû financer vos études en ayant un emploi étudiant, c'est intéressant de le mettre dans la lettre de motivation. Parce que justement, ça mettre déjà votre motivation, votre implication dans vos études. Donc, il ne faut pas hésiter à le mettre, ça. Voilà, je vous ai mis pratique sportive ou artistique intense. Alors, je dis bien intense. Hein. Si vous allez faire de la course à pied le dimanche, c'est pas vraiment du sport. Hein. Mais sinon, voilà, ça, c'est le genre de choses qu'il faut indiquer, pas simplement dans le CV, mais ça peut être bien de le mettre aussi dans l'aide de motivation.
parce qu'on aura plus tendance à lire une lettre de motivation qu'à parcourir attentivement un CV. Même s'il faut mettre le CV quand même. Mais voilà. Donc, les informations importantes du CV, il faut qu'elles se retrouvent dans la lettre de motivation. Qu'est-ce qui est pris en considération également? Éventuellement une bonne maîtrise d'une langue étrangère, une certification éventuelle, une expérience à l'étranger. Ça dépend des masters, ne vous inquiétez pas. Mais si vous candidatez pour un master droit comparé avec une mobilité internationale obligatoire en M2, là, évidemment, une bonne maîtrise et même une certification. Alors, je ne sais pas si c'est obligatoire dans ces masters-là, mais en tout cas, c'est vraiment important. De même, dans les masters droit comparé, alors j'insiste un peu parce que une des directrices de master droit comparé m'a bien demandé d'insister auprès de vous. La mobilité internationale est obligatoire en M2, donc ça, il faut bien indiquer dans votre lettre de motivation que vous l'avez compris, que vous avez déjà un projet. Et donc, en plus, éventuellement, réalisation de stage, etc., etc. Voilà globalement hein, ce à quoi font attention les directeurs et directrices de master, mais bon, si vous étiez à notre place, vous ferez attention aux mêmes choses. Hein. Donc, il n'y a rien de très banal là-dedans. Alors, j'en ai rajouté une dernière couche ici. Hein. Je vous dis bien, adaptez votre candidature à chaque parcours de master. Hein, donc, si vous faites, la phrase est là, hein, mais si vous faites 10 candidatures en envoyant la même lettre de motivation parfaitement standardisée, chaque master, personne ne va vous prendre. Parce que tout le monde se dira, bon, a priori, c'est une lettre de motivation comme ça, c'est une candidature un peu de sauvegarde, mais probablement que cet étudiante ou étudiant veut un autre master et que cet autre master, il a fait une super lettre de motivation, mais pas pour moi. Donc vraiment, adaptez les choses si vous voulez être pris. Et en tout cas, pour le master de vos rêves, j'exagère un peu, le master vraiment que vous voulez faire, là, faites une lettre de motivation aux petits oignons. Alors évidemment, ça veut dire que si vous faites 50 candidatures, ça va vous demander beaucoup de travail d'adapter votre candidature à chaque master. Et ça, c'est un peu votre problème, j'ai envie de dire. Les réponses aux candidatures et les choix. Donc, à compter du 23 juin et jusqu'au 21 juillet, vous allez recevoir les réponses à vos candidatures. Tout ça via la plateforme. Normalement, vous recevrez un mail de notification. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Un mail de notification vous disant, voilà, vous venez d'avoir une réponse sur la plateforme. Donc, soit une proposition d'admission, soit l'indication que vous êtes sur liste d'attente pour tel ou tel master, soit enfin un refus éventuel pour un master auquel vous avez candidaté. Si vous recevez une proposition d'admission, vous avez 3 possibilités. Soit l'accepter définitivement, vous dites c'est le master que je souhaite, tous vos autres choix sont considérés comme refusés, vous disparaissez des listes d'attente. Une seule acceptation définitive est possible. Donc là, c'est l'hypothèse dans laquelle vous avez fait 5 candidatures. Sur les 5 candidatures, vous avez une acceptation pour le master qui véritablement vous intéressait, vous l'acceptez définitivement, c'est bon pour vous, vous inscrivez administrativement, c'est fini. Vous pouvez également accepter provisoirement. Là encore, une seule acceptation provisoire est possible. Quel est l'intérêt? Vous permettre de conserver votre rang sur les listes d'attente d'autres masters. Donc, exemple, vous avez candidaté dans 5 masters, un des masters vous accepte, vous êtes en liste d'attente sur les 4 autres. Si vous acceptez définitivement, vous perdez toutes vos autres candidatures. Vous pouvez l'accepter provisoirement et donc vous gardez votre rang sur les 4 autres masters. Si quelques jours après, le deuxième master vous envoie une proposition d'admission, bien là encore, il faudra faire un choix. Soit vous l'acceptez définitivement, soit vous acceptez le deuxième master provisoirement. Le premier master est considéré comme refusé, vous conservez votre rang sur les listes d'attente et ainsi de suite. Donc, à chaque nouvelle proposition d'admission, il faudra refaire ce choix d'accepter définitivement ou provisoirement si vous êtes en liste d'attente sur d'autres masters. J'espère avoir été à peu près clair. Enfin, dernière possibilité, vous pouvez toujours refuser une proposition d'admission. Et dans ce cas-là, un étudiant sur la liste d'attente remonte et recevra à son tour une proposition d'admission. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et a priori, ça fonctionne à peu près comme Parcoursup, de ce qu'on m'a expliqué, puisque moi, je n'ai pas connu Parcoursup. Qu'en est-il des dates pour répondre? Ça va aller
assez vite, en tout cas en début de campagne. Donc, si vous recevez une proposition d'admission avant le 24 juin, c'est-à-dire le lendemain du début des réponses, donc avant le 24 juin inclus, vous aurez à répondre au plus tard le 26 juin à 23h59. Par la suite, si vous recevez une proposition d'admission entre le 25 juin et le 20 juillet, en gros, vous avez 24 heures pour répondre. Vous pouvez répondre au plus tard le lendemain à 23h59. Donc, exemple, vous recevez une proposition d'admission le 27 juin à 10h. Vous devez répondre au plus tard le 28 juin à 23h59 au plus tard. Et si vous ne répondez pas dans les délais, les propositions sont considérées comme refusées. Donc, ça va dire que je pense que les 2 premières semaines de réponse, ça va aller très, très vite parce que les meilleurs étudiants vont recevoir, a priori, beaucoup de propositions d'admission et vont commencer à accepter définitivement ou provisoirement. Donc, ça va descendre très rapidement. Ensuite, je crains tout de même que ça se bloque un peu sur des acceptations provisoires. Voilà. Donc, très vite au début, ensuite, ça va se tasser, à mon avis. Mais on verra, c'est la première année, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer exactement. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais si au 21 juillet, il vous reste une acceptation provisoire, en fait, vous avez accepté provisoirement un master en espérant remonter sur les listes d'attente d'autres candidatures, et en fait, vous n'êtes pas remonté assez, mais au 21 juillet, votre acceptation provisoire devient définitive. Voilà pour les délais. Je vous ai mis mais peut-être que c'est incomplet, mais quelques sites pour vous informer. Donc, vous avez le site de la DGCIP, c'est-à-dire la Direction Générale des Services. Non, bon, on va aller voir, hein, avant que je dise une bêtise. Ministère d'un supérieur. Bon, on ne sait pas, mais c'est pas très grave. Donc là, vous avez, voilà, une fois en question, des maquettes de kakémono. Bon, c'est les banderoles, ça. Bon, les calendriers, établissements étudiants. Vous avez le site de l'Université de Bordeaux avec quelques informations également sur les candidatures. Vous avez également un accompagnement à l'orientation qui est possible. Là aussi, je vous ai mis des infos sur le site de la faculté, de l'université, pardon. Donc, normalement, vous avez la possibilité, voilà. Espace orientation carrière, vous avez la possibilité écoutez, de prendre rendez-vous, je suppose, pour qu'on vous renseigne un peu plus sur ce que vous pourriez faire. Et enfin, donc, vous avez l'offre de la faculté de droit de Bordeaux, le site où on est allé déjà plusieurs fois. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc, c'est une présentation générale, hein, puisqu'ensuite, chaque responsable de master vous fera la présentation de son master et de ses particularités. C'est bon pour moi. Madame Pérez, est-ce que vous voulez rajouter des choses ou... Non, après, on va peut-être voir en fonction des questions s'il y a des points à préciser. Donc, vous pouvez y aller pour les questions et on en avait déjà une. Vous nous avez indiqué que 15 vœux étaient disponibles. Est-ce que Bordeaux restreint le nombre de vœux à 2 comme les années précédentes ou les 15 vœux pourront être mis sur la mention en Bordeaux? Non. Donc, c'est 15 vœux à l'échelon national. Hein. Aucune limitation. Les facultés n'ont plus la possibilité de limiter le nombre de vœux. Donc, à Bordeaux, il y a 13 mentions. Donc, potentiellement, vous pouvez candidater à tous les masters de la faculté. Ça veut dire. Puisque 13 mentions, ça vaudra 13 vœux, même si vous candidatez à tous les masters. Si on est en liste d'attente, est-ce que l'on voit notre rang de cette liste? Alors, a priori, oui. Je ne sais pas si vous avez les mêmes infos que moi. A priori, oui, sachant que nous, on n'a pas encore eu accès à la plateforme, je veux dire, côté cuisine. Donc, ce qu'on a pu me dire, moi, les dernières informations que j'ai, c'est que vous aurez votre numéro sur la liste d'attente. Mais ça, c'est sous réserve que ça soit bien possible. Est-ce qu'on est inscrit automatiquement sur la plateforme comme avec Parcoursup en tant qu'étudiant ou est-ce qu'il faut s'inscrire manuellement?
Alors, il faut vous inscrire vous-même. Il faut que vous fassiez la création d'un compte. Ce compte, donc, il y aura des informations obligatoires que je vais vous donner, que je vais vous préciser. Alors, les mentions obligatoires sont la civilité, le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, l'email et le téléphone. Et il faudra déposer également, lorsque vous candidatez, à minima les pièces obligatoires, c'est-à-dire CV et relevé de notes. Pour les étudiants en mobilité cette année qui n'auraient pas suivi les cours enseignés en L3, cet élément pourrait-il être pénalisant par rapport à d'autres élèves qui auraient suivi la formation classique pour certains masters? Alors écoutez, a priori non, mais ça peut dépendre des masters. Donc ça, c'est plutôt une question à poser au responsable du master qui vous intéresse. Savoir si ça lui pose une difficulté que vous n'ayez pas suivi les enseignements de licence en France. Mais bon, pour en avoir discuté avec plusieurs collègues, pour la plupart, ça fait pas problème, à condition que les matières que vous avez suivies à l'étranger correspondent au champ de spécialité du master pour lequel vous candidatez. Mais bon, ça serait pareil si vous aviez suivi votre scolarité en France. Enfin, votre licence 3 en France. Donc voilà. Le parcours en alternance concerne-t-il les masters qui proposent une alternance qu'à partir du master 2? Non. Dans un tel cas, il faut continuer dans le parcours en formation continue. Non. Alors, à la faculté de droit de Bordeaux, enfin, la règle, c'est que vous avez donc 15 vœux formation classique plus 15 vœux en alternance. Mais ces 15 vœux en alternance, ce sont pour les masters qui proposent l'alternance dès le master. Donc, ce qui n'est pas le cas à Bordeaux. À Bordeaux, les masters en alternance, ce sont des masters pour lesquels l'alternance commence en master 2. Donc, en fait, ils sont décomptés dans vos vœux classiques. Donc, je prends, donc, vous en avez plusieurs, par exemple, dans la mention droit des affaires, vous avez au moins 2 parcours, bientôt 3 qui sont en apprentissage. Ça rentre dans les formations classiques parce que l'alternance commence en master 2. Est-ce que l'on peut abandonner une acceptation provisoire pour en faire une autre? Oui, au moment où vous recevez une autre acceptation. Donc, vous avez, je reprends mon exemple, vous avez candidaté dans 5 masters, vous avez reçu une acceptation du premier master, vous êtes en liste d'attente sur les 4 autres. Au moment où vous avez votre proposition d'admission, vous l'acceptez provisoirement. Ça vous permet de conserver vos positions sur la liste d'attente. Si ensuite vous recevez une nouvelle acceptation du deuxième master, mais en fait, il faudra choisir. Soit vous conservez l'acceptation provisoire du premier, soit vous acceptez définitivement, provisoirement, la proposition que vous avez reçue. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas changer en cours de route. Alors, si c'est ça la question, imaginons que vous avez 3 acceptations, vous acceptez provisoirement la deuxième, vous perdez vos 2 autres acceptations. Donc, il faut toujours passer d'une acceptation à une autre. C'est un peu comme Tarzan avec des lianes, si vous voulez. Hop, acceptation provisoire, provisoire. Je ne sais pas si mon comparaison est terrible. Il n'y a toujours qu'une seule acceptation en cours, qu'elle soit provisoire, définitive, mais c'est toujours une seule, en fait. Ok. Les directeurs de master ont-ils accès à la hiérarchie de nos vœux? Non, nous n'y avons pas accès. Les réponses sont bien sur la plateforme. On va pas recevoir de mail de réponse? Enfin, je pense que vous allez recevoir. Alors là encore, on n'a pas toutes les informations exactes, mais a priori, vous recevrez un mail de notification vous disant de vous rendre sur la plateforme. C'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'un étudiant moyen peut avoir une admission? Alors, tout dépend de ce que vous appelez par étudiant moyen, évidemment. Mais oui, en fait, il faudrait que je sache ce que vous appelez par étudiant moyen. Mais globalement, oui, un étudiant moyen aura son admission. Un étudiant qui a sa licence 3, de toute façon, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il ne trouve pas une place en master. Après, tout dépend du master. C'est-à-dire que si vous candidatez pour un master très sélectif, je ne sais pas, qu'il y a 2000 demandes pour 20 places, normalement, le directeur de master ou directrice peut sélectionner vraiment des étudiants de très bon niveau.
Là, il y a peu de chances que vous soyez pris si vous avez 17 000 moyennes sur toutes vos années. Donc, là, il faut aussi adapter vos candidatures à votre niveau. Mais le fait de pouvoir en faire beaucoup, normalement, vous permet d'aller taper un peu partout. Voilà. Les statistiques de recrutement par mention master sur le site de la faculté, donc ils peuvent voir justement les masters. Alors, par mention, effectivement, c'est un peu moins évident, mais ça leur permet de voir combien il y a de candidats pour une admission. Alors, sachant que cette nouvelle plateforme va forcément faire augmenter le nombre de candidatures, puisqu'à Bordeaux, jusqu'à présent, c'était limité à 2 vœux. Là, ce n'est plus le cas. Donc, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de candidatures pour chaque master de la faculté. Bon. Donc, ça, c'est pas une bonne chose. En réalité, c'est pas une bonne chose ni pour vous, ni pour nous. Nous, on aura plus de travail et vous, les candidatures, effectivement, un peu plus justes. Pour des masters qui, jusqu'à présent, étaient peut-être moins en tension, il y a un risque quand même qu'elles passent un peu plus loin dans la liste. On va voir ça. Alors, est-ce qu'on va reposter le diaporama ici? Oui, sur quelle plateforme? Alors, le diaporama sera reposté sur le site de la faculté. Sur le site de la faculté. Il y a une actu en ce moment dans le bandeau d'actu sur la campagne d'admission en master. On mettra le PowerPoint à cette moment. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais sur le site de la faculté, dans le bandeau d'actu, il y a un article, sur la campagne de master et vous aurez vos diaporamas. Quelle est la taille de la liste d'attente? Tout dépend des masters, puisque ce sont les directeurs de master qui déterminent combien d'étudiants ils vont placer. Donc, nous, les conseils qu'on a donnés, c'est quand même d'en placer le plus possible. Donc, ça peut aller de, je sais pas, une liste d'attente de 50 jusqu'à une liste d'attente de 300, quoi. Ou 500 pour les plus engagés, quoi. Est-ce que c'est grave si la lettre de motivation fait plus d'une page, si l'on va être précis et donner toutes les informations? Non, c'est pas grave. Après, si elle en fait 5, c'est trop long. Mais 1 page et demie, 2 pages max, c'est pas trop long. Après la taille des PJ, c'est 2 MO par PJ. Les masters qui souhaitent faire des entretiens avec les étudiants, ils devraient faire avant le 23 juin ou ils pourront faire ces entretiens après? Normalement, les entretiens auront lieu avant le 23 juin. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Nous pouvons postuler à autant de mentions que nous voulons sur la fac de Bordeaux et pas seulement 2? Alors, comme je l'ai dit, vous avez 15 vœux possibles, mais les 15 vœux sont décomptés par mention. Donc, si je reprends la liste, voilà, à Bordeaux, vous avez 13 mentions. Donc, si vous candidatez à un parcours de chacune de ces mentions, ça vaudra 13 vœux et vous aurez encore la possibilité de faire des vœux supplémentaires dans des mentions d'autres facultés. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est plus clair cette fois-ci. La personne qui a posé la question, je ne sais pas si elle peut répondre. Mais imaginons par exemple, vous vouliez faire du droit notarial, par exemple. Bon, je pense qu'il y a au moins 15 facultés qui ont une mention droit notarial avec un parcours de master droit notarial. Vous pouvez candidater au master droit notarial dans ces 15 facultés-là et vous aurez fait vos 15 vœux. Ou, voilà, la mention droit des affaires, il y en a dans toutes les facultés. Vous pouvez, par exemple, candidater à 3 masters de 15 mentions droit des affaires dans 15 facultés différentes. Donc, 15 fois 3, ça fait beaucoup. Et vous aurez vos 15 vœux décomptés par mention. Est-ce que les vœux sont hiérarchisés? Les vœux ne sont pas hiérarchisés. Et le 21 juillet, on n'a aucun master, que faire? Il faut saisir le rectorat? Saisir le rectorat. Et là, la procédure, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas beaucoup changé. Non, ça sera via la plateforme toujours. Vous pourrez faire la saisine du rectorat directement. Les notes du semestre 6 peuvent-elles être prises en compte? Ça, a priori, non.
Puisqu'au moment où vous allez candidater, 22 mars, 18 avril, a priori, non. Les examens ne seront pas pressés. Alors, c'était déjà le cas les années précédentes. Ça, pour le coup, malheureusement, il n'y a pas de véritable changement. Donc là, si au semestre 5 de la licence 3, vous avez eu des accidents de parcours, là, il faut vraiment l'indiquer dans la lettre de motivation. Voilà. Donc le S5 de la licence 3, mais je pense que vous l'avez compris, c'est quand même un semestre important pour vos candidatures. Donc si ça s'est mal passé, voilà, c'est l'occasion dans la lettre de motivation d'expliquer pourquoi. Surtout si vous avez L1, L2, tout va bien. Semestre 5 de L3, ça va pas bien. Il faut l'expliquer dans la lettre de motivation. Et normalement, si L1, L2, ça s'est bien passé, que vous avez une raison expliquant pourquoi ça s'est pas bien passé en S5, il n'y aura pas de problème. Je reprends une question. Y a-t-il une restriction pour le nombre de mentions à Bordeaux? C'est la même restriction qu'au niveau national, donc c'est 15 vœux, donc 15 mentions. À partir de quelle date l'inscription sur la plateforme est possible? Alors l'inscription elle-même, je ne sais pas. Si ce n'est pas possible d'ores et déjà, ça veut dire que c'est le 22 mars. Alors après, en fait, là, vous allez candidater, vous allez avoir vos propositions, etc. À l'issue de ces propositions et donc de votre acceptation, vous allez vous inscrire. Les calendriers d'inscription sont faits en interne par les facultés. Vous aurez un calendrier d'inscription à Bordeaux qui ne sera pas le même qu'à la faculté de La Rochelle ou de Lyon, enfin voilà, peu importe. Mais pour l'instant, ces calendriers d'inscription ne sont pas encore définis. Donc, il n'y a pas de date définie encore, mais elles seront mises à jour sur le site, elles seront communiquées. Voilà, donc il y a bien une première phase de candidature, d'acceptation de cette candidature, et quand on parle d'inscription, c'est plus tard, et ça, c'est vraiment inhérent à chaque faculté. Juste, on a un message du service orientation carrière qui nous indique que pour vos lettres de motivation, vous pouvez aller les voir, donc ils sont à la Victoire, et vous pouvez également leur téléphoner au 05 57 57 18 04. On vous remettra les informations sur le site. Ensuite, est-ce que les notes de TD sont davantage prises en compte que celles des examens terminaux? Non, pas particulièrement. On va faire attention aux notes de TD pour les matières considérées comme importantes pour le master considéré. Par exemple, je vais prendre des exemples que je connais mieux, mais au master droit privé approfondi, on tient compte notamment de la note en droit des obligations deuxième année. Donc, on regarde l'examen terminal, on regarde la note en TD, mais qui normalement correspondent quand même pas mal. Si vous n'avez pas eu la moyenne en TD, je pense que ça peut être intéressant de le mettre dans la lettre de motivation, d'expliquer pourquoi. Parce qu'en principe, quand vous n'avez pas la moyenne en TD, pour nous, c'est quand même un petit peu un warning, qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment mal passé. Voilà. Après, voilà, on tient compte des deux notes sans hiérarchie particulière. Comment se passe la sélection pour les redoublants? Pour les redoublants de Master 1 ou alors, pour les redoublants de licence 3, ça se passe comme pour tout le monde, comme pour tout étudiant inscrit en licence 3. Pour les étudiants de Master 1, je rappelle ou j'informe ceux qui sont en Master 1 actuellement que le redoublement n'est pas de droit en Master 1, n'est plus de droit en Master 1 depuis la sélection, ce qui veut dire que si vous ne validez pas votre Master 1, il y a un risque que, au moment des délibérations, on ne vous autorise pas à redoubler. Si vous n'êtes pas autorisé à redoubler, ça veut dire que vous vous retrouvez sans rien parce que vous auriez dû candidater à un nouveau Master 1. Donc, pour les éventuels étudiants de Master 1 qui nous écoutent, si vous avez raté votre premier semestre globalement et que vous avez l'impression que vous n'allez pas valider l'année, il faut vous rapprocher de votre directeur de master pour lui expliquer la situation et demander par avance, dire que vous aimeriez redoubler.
qu'il soit au courant. Si vous pensez que vous allez redoubler le Master 1 et que soit votre directeur de Master vous dit « moi, je n'autorise pas le redoublement », soit vous voulez changer de Master 1, ben, il va falloir passer par la plateforme en Master pour candidater. Est-ce que les directeurs de Master voient la hiérarchie de nos choix? Nous n'avons pas la hiérarchie des choix. Un étudiant qui n'a pas validé toutes les matières du premier semestre, comment ça se passera pour lui? En licence 3, ça va être compliqué. Malheureusement, là, je ne peux pas vous dire autre chose que ça va être compliqué. Soit vous tombez sur un directeur ou une directrice de master, je veux dire responsable de master, qui se dit en voyant vos L1, vos notes de L1, L2, c'est bizarre, c'est un étudiant qui réussissait bien et qui là valide rien. Il doit y avoir un problème, je vais lui faire confiance, je le sélectionne sur liste d'attente éventuelle. Et puis voilà, si vous avez votre année, éventuellement tout se passera bien. De toute façon, si vous n'avez pas votre L3, vous ne pourrez pas être en Master 1. Soit vous tombez sur un responsable de Master qui se dit, ben voilà, il n'y a aucune matière validée au semestre 5, il y a des chances que l'étudiant n'ait pas son année, donc je ne me sélectionne pas. Donc voilà. Donc c'est un peu dur, hein, mais je préfère être vraiment complètement sincère avec vous. C'est une situation compliquée. Est-ce qu'il y a des entretiens à passer pour accéder, pour candidater à master? Ça dépend des masters. Alors, normalement, c'est indiqué sur la plateforme en master, entretien ou pas entretien. Va-t-on recevoir un mail ou SMS dès qu'on va être accepté dans un nouveau master? Donc, je le redis, normalement, un mail de notification, peut-être SMS de notification, c'est peut-être possible via la plateforme, qui vous demandera d'aller sur la plateforme ensuite. Est-ce qu'après une admission, un entretien peut être demandé pour certains masters? A priori, non. Hein. Une fois que vous êtes admis, vous êtes admis. Point. On a déjà répondu, les directeurs de master ne voient pas la totalité des demandes faites. Hein. Non, on n'a aucune visibilité de ce qu'on nous a expliqué. Hein. On reçoit une candidature pour un master. On ne sait pas si vous avez candidaté à d'autres masters de Bordeaux. On ne sait pas si vous avez candidaté à d'autres masters dans d'autres facultés françaises, étrangères ou écoles de commerce ou je ne sais pas. Nous pouvons faire qu'une acceptation provisoire à la fois, c'est bien Oui. ça. Mais si l'on refuse notre acceptation provisoire, au final, on peut en refaire une? Oui. Oui, si c'est vous qui la refusez, mais si vous en avez reçu une nouvelle. Ils ne peuvent pas la refuser s'ils n'ont pas d'autres acceptations provisoires. Non, je ne pense pas. Je pense que quand vous acceptez, quand vous faites une acceptation provisoire, si vous en aviez déjà fait une, ça refuse automatiquement celle que vous aviez faite en fait. Puisqu'il ne faut toujours qu'il y ait qu'un seul vœu en cours. Donc, dès l'instant où vous allez faire une acceptation provisoire, si vous, oui, et que vous l'acceptez à nouveau, si vous recevez une nouvelle que vous acceptez à nouveau, ça va annuler celle que vous aviez faite précédemment. Vous pouvez en avoir qu'une en cours. Oui. Okay. Est-ce que c'est handicapant que nous n'ayons pas obtenu de classement général de notre année de L2 pour les candidatures? Non, ce n'est pas handicapant. Que veut dire la mention M2 en FC, comme indiqué sur certains masters? Master 2 en formation continue. Ouais. Donc, ça veut dire pour les professionnels. Donc, ça ne vous concerne pas normalement. Pour les étudiants de Bordeaux, nous n'avons pas eu notre classement de fin d'année pour notre deuxième année. Savez-vous si nous allons finir par l'avoir? Je ne sais pas si vous allez finir par... Ce n'est pas important. Le système de proposition d'admission avec l'acceptation provisoire est applicable à l'échelon national? Tout ce que je vous ai dit là, c'est applicable à l'échelon national. Donc, si par exemple j'ai une réponse à Nantes et que je mets acceptation provisoire et que j'ai une autre proposition à Rennes, mais que je veux aller à Bordeaux, je ne peux pas aussi aller provisoirement à Rennes. C'est une acceptation toute université. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez votre réponse à Nantes, vous l'acceptez provisoirement, vous êtes sur liste d'attente à Rennes et à Bordeaux. Le jour où Rennes vous dit
vous recevez une proposition d'admission de Rennes, soit vous refusez Rennes, vous gardez l'acceptation provisoire Nantes, soit vous acceptez provisoirement Rennes, mais ça veut dire que vous abandonnez votre acceptation à Nantes. Et toute possibilité, cette fois-ci, d'aller à Nantes, en attendant qu'éventuellement, sur liste d'attente à Bordeaux, vous receviez une acceptation. Quand on postule sur une mention à Bordeaux et sur la même mention à Bayonne, par exemple, parce que cela compte sur un vœu aussi. Non, a priori, ce sont deux mentions différentes, donc ça fera deux vœux. Que se passe-t-il si nous n'avons aucun master au 21 juillet? Il faut faire un recours rectorat ou un recours gracieux au responsable de parcours. Alors, je crois qu'on a une réponse du service d'orientation carrière à ce sujet sur les saisines. Ouais, et vous pouvez voir les conditions de saisine du recteur sur le site Mon Master. On vous mettra l'info sur le... On peut aller voir, hein. On peut aller voir tout de suite, s'informer, saisir le recteur. Voilà. Voilà, vous avez toutes les informations ici. Hiérarchie des vœux, déjà répondu. Si je candidat pour le master droit notarial, oui. Un master droit notarial dans deux villes différentes, est-ce que ça correspond à deux vœux? Oui, parce que les mentions, même si vous avez une mention droit notarial à Bordeaux, une mention droit notarial à Poitiers, ce sont bien deux mentions différentes puisque elles relèvent de deux facultés différentes. Donc, si vous candidatez dans l'une et dans l'autre, ça fera deux vœux. Donc ça va être plus compliqué en fait. Alors, la mention droit notarial, c'est en principe des mentions monoparcours. C'est-à-dire que la mention droit notarial, en fait, il n'y a qu'un seul master, c'est le master notarial. Donc, dans ce cas-là, oui, le vœu une mention, enfin, la candidature pour un parcours vaut un vœu immédiatement. On a déjà répondu, on n'a pas accès. Pas accès au master. Saisine de master. Comment va se passer le dépôt des relevés de notes pour les étudiants ayant réalisé une classe préparatoire aux grandes écoles pendant les 2 premières années? Écoutez, vous envoyez normalement vos relevés de notes des classes préparatoires. Enfin, les années précédentes, c'est ce qu'on avait, nous, dans ces cas-là. On avait les relevés de notes des classes prépa. Donc, vous envoyez ça. Est-ce que les étudiants doivent hiérarchiser leurs vœux? Non, vous n'avez pas à hiérarchiser vos vœux. Dans la mention de vœux et faire, peut-on demander autant de parcours que l'on veut? Oui, ça comptera pour un vœu. Alors, si les directeurs n'ont pas accès au rang des élèves, est-ce qu'il vaut mieux l'indiquer dans la lettre de motivation? Que c'est votre premier choix? Vous pouvez toujours dire ça dans la lettre de motivation. Après, c'est du déclaratif. Le directeur de master peut se dire, oui, elle a dû dire ça dans toutes ses lettres de motivation. Donc, mais oui, ça peut être bien de l'indiquer. Après, je me demande si elle ne parlait pas du rang. Par exemple, je suis première de ma L2. Ça, vous pouvez l'indiquer, mais s'il n'y a pas le classement sur les relevés de notes, alors si vous avez de très bonnes moyennes, de très bonnes notes, ça sera tout à fait cohérent et convaincant. Après, si ce n'est pas indiqué sur le relevé de notes, c'est toujours sujet à caution pour le responsable qui examine votre candidature. Un étudiant qui a étudié à Bordeaux, qui veut postuler à Bordeaux, n'est pas prioritaire, même inconsciemment? Bon, on n'a pas de politique particulière là-dessus. Après, nous, on va quand même... les candidatures bordelaises nous intéressent a priori parce qu'on est à peu près sûr que vous allez rester, en fait. Donc, ce n'est pas forcément une question de privilège, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, une candidature d'un étudiant de Marseille avec une lettre de motivation tout à fait standardisée, qui ne nous explique pas pourquoi il veut venir à Bordeaux, à dossier équivalent entre un Bordelais et cet étudiant-là, on aura tendance à classer le Bordelais avant. Mais c'est pour des questions pratiques.
Et puis, par ailleurs, on se dit bien aussi que certains étudiants bordelais, de toute façon, alors soit ne veulent pas partir de Bordeaux, soit de toute façon n'ont pas les moyens financiers pour partir de Bordeaux. Donc, là-dessus, oui, à dossier équivalent entre un bordelais et un étudiant d'une faculté très éloignée qui n'explique pas pourquoi il veut venir à Bordeaux, on classera plutôt le bordelais avant. Le fait de ne pas avoir été pris l'année dernière, de candidater à nouveau dans les mêmes mentions de master, est-il un avantage ou un inconvénient? C'est ni un avantage ni un inconvénient. Il y a quand même peu de chances que le responsable se souvienne de toutes les candidatures de l'an dernier, donc il ne va pas vous en tenir rigueur. Ensuite, ça dépend un peu de ce que vous avez fait dans l'année qui s'est écoulée. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a un tri arithmétique en fonction des notes avant la sélection par les directeurs de master? Alors normalement, on aura, grâce à un fichier Excel, la possibilité de classer effectivement les candidatures en fonction des moyennes obtenues, notamment en licence 1, licence 2. Donc, ce qui permet... Alors, il n'y a pas d'algorithme, hein. Tout ça est complètement manuel. Il n'y a aucun algorithme, mais on a la possibilité, en fait, de classer au moins les candidatures par mois. Donc, pour examiner d'abord les candidatures dont les dossiers académiques sont plus hauts. Là-dessus, je veux freiner les fantasmes qui circulent là-dessus. On ne prend pas que des étudiants qui en mention très bien. De toute façon, si on faisait ça, on n'aurait personne dans les masters, parce qu'il y en a très peu. Donc, jusqu'à 11,5, 11 de moyenne, il n'y a pas de difficulté. Enfin, il ne faut pas s'inquiéter. En dessous de 11, pour des masters très sélectifs, oui, il y a un risque que votre candidature soit pas examinée très, très attentivement. Alors, si le responsable de master a déjà vu 800 candidatures, il y a 300 personnes sur la liste d'attente et qu'il a encore 2000 candidatures qui attendent, il va peut-être s'arrêter là. J'ai encore une question sur les 15 vœux, mais c'est quelqu'un qui s'est connecté avec quelques minutes de retard, donc qui n'a peut-être pas entendu. Est-ce 15 vœux de manière générale ou 15 vœux pour les mentions avec la possibilité d'émettre autant de vœux que souhaité concernant les parcours inclus en telle mention? C'est la deuxième proposition. 15 vœux pour les mentions avec la possibilité d'émettre autant de vœux que souhaité concernant les parcours. Il y a 13 mentions de master à Bordeaux. Ça prend en compte les différents parcours. Il y a beaucoup plus de masters que ça. Il y a une cinquantaine de masters pour 13 mentions. Mention droit des affaires, il y a 8 parcours, donc 8 masters. En droit européen, il y en a 3. Donc 13 mentions et en tout, je crois qu'il y a 51 masters. Est-ce que toutes les universités respectent la plateforme? Est-ce que certaines ont un système à part? Si, là, c'est un système national qui concerne toutes les universités, les mêmes dates pour tout le monde. Donc ça, c'est quand même l'avantage, parce que effectivement, les années précédentes, il y avait des distorsions de concurrence entre les universités. Vous avez conseillé au début de la réunion de ne pas postuler à tous les parcours d'une mention. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Tout simplement, on va prendre la mention droit des affaires. Droit des affaires, vous avez 8 parcours. C'est celle où il y a le plus de parcours. Banque, financement, contrat d'affaires, droit des affaires approfondi, droit des affaires comparé, affaires fiscalité des JCE, vignes et vins, fiscalité des affaires du patrimoine, ingénierie juridique financière des sociétés. Sur ces 8 parcours, vous en avez des assez généralistes. Droit des affaires approfondi, c'est un master plutôt généraliste et plutôt orienté recherche. Et vous avez aussi des masters très professionnalisants et très spécialisés. Par exemple, contrat d'affaires et droit du marché ou ingénierie juridique et financière des sociétés. Et vous avez des masters super spécialisés comme droit de la vigne et du vin. Donc, fondamentalement, vous pouvez candidater aux 8 parcours, mais il faudra faire en sorte que vos 8 candidatures soient extrêmement personnalisées à chaque parcours. Parce que si vous expliquez aux responsables du master droit de la vigne et du vin que vous, ce qui vous intéresse, c'est le droit des sociétés et peut-être faire une thèse par la suite, il va se dire cette candidature, elle n'est pas du tout pour moi. Donc, vous pouvez multiplier les candidatures si vous avez vraiment peur de ne pas avoir de master, mais si vous le faites, mon conseil, c'est de vraiment personnaliser les choses. Parce que si vous faites une lettre de motivation standard pour les 8 parcours, le risque, c'est qu'aucun des parcours ne vous prenne. En se disant,
c'est une multiplication de candidatures, c'est une candidature comme ça un peu au hasard, et je ne prendrai pas cette étudiante ou cet étudiant qui manifestement n'a pas vraiment envie de faire ce master. Voilà. Est-ce que c'est mieux d'écrire la lettre de motivation à la main puis de la scanner ou de la faire directement à l'ordinateur? À l'ordinateur. Les entretiens pourront être en présentiel et en distanciel ou uniquement en présentiel? Alors déjà, ce n'est pas après le 23 juin. S'il y a des entretiens, c'est avant le 23 juin. Ça, c'est sûr, puisqu'après, c'est la période de réponse. Donc, s'il y a des entretiens pour un master, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le responsable du master va dire, j'ai, je sais pas, 800 candidatures. Sur ces 800 candidatures, il y a 100 étudiants que j'aimerais bien voir en entretien. Ça va se faire avant le 23 juin. Ça peut être en présentiel ou en distanciel ou en hybride. Ça, c'est le choix du responsable de master. Je ne peux pas vous dire exactement. Il va faire ses 100 entretiens. Sur ces 100 entretiens, il a 25 places dans son master. Les 25 meilleurs entretiens, ils seront directement au 23 juin. Les 25 meilleurs pendant les entretiens, enfin meilleurs, ou en tout cas ceux avec lesquels le courant est le mieux passé. Les 25 auront une proposition d'admission et les 75 autres seront sur liste d'attente, et sur les 700 qui restent de candidatures, peut-être qu'il en placera ensuite 101, 102, 103, jusqu'à 200 peut-être sur la liste d'attente, mais qu'il n'aura pas vu en entretien. Il pourrait être éventuellement distanciel, du coup, les entretiens Ça dépend des responsables. C'est-à-dire que il y a un peu deux écoles, c'est-à-dire qu'il y a des responsables qui font tout en distanciel parce qu'ils se disent je ne peux pas faire venir un étudiant de l'autre bout de la France pour le voir 5 minutes et ensuite, ça se trouve, le mettre en dernier de la liste d'attente. Et d'autres responsables qui se disent si il ou elle veut vraiment venir, il se déplace jusqu'à Bordeaux. Donc ça, je ne peux vraiment pas vous dire quelle sera la politique adoptée dans les masters qui font des entretiens, tant préciser qu'il y en a quand même assez peu. À ma connaissance. Est-ce que le CV peut avoir 3 pages et est-ce qu'il est intéressant de mentionner des certificats d'université? Alors, le CV peut avoir 3 pages, même si a priori, ça peut rentrer normalement sur une page. Mais bon, ou 2, 3 pages, ça me paraît beaucoup. Certificat d'université, je ne sais pas ce que... Alors après, si c'est des certifications de langue, il faut les mettre. Bon, globalement, moi j'aurais tendance à vous dire, si vous avez des certificats, vous les mettez, quoi. À part si c'est la première étoile au ski, ça on s'en fiche. Quel est l'impact d'avoir son année de L3 en rattrapage par rapport à ceux qui l'auraient eu en première session pour la sélection? L'impact, c'est qu'au moment où les candidatures vont être examinées, si ce sont les rattrapages pour le premier semestre, vous allez envoyer un relevé de notes du semestre 5 avec des notes qui sont en dessous de la moyenne. Et le responsable de parcours se dira, cet étudiant, s'il a son année, c'est uniquement en rattrapage. Donc, la conséquence, c'est que vous allez passer derrière d'autres candidatures qui, eux, a priori, pas en rattrapage. Les notes les plus regardées sont celles de L2 ou L3? Les notes les plus regardées, ça dépend des parcours, mais ce sont les notes de L1, de L2 et de L3. Sur un master d'une mention droit public, la note de droit administratif de L2, elle va être regardée très attentivement, mais celle de droit constitutionnel de L1 aussi. Sur un parcours droit privé, les notes de droit des contrats deuxième année, plus la note de contrats spéciaux de L3 vont être regardées. Donc, les notes sont regardées sur les L1, L2, plus le semestre 5 de L3, et ensuite, en fonction des parcours, des notes ont plus d'importance que les autres. Pour la mention de droit des affaires, étant donné que c'est la première fois que l'on fait du droit des affaires, est-ce que les professeurs de droit des affaires ne regardent que ça? Non, le droit des affaires, on va notamment regarder les notes de droit des obligations, les notes de RGO, parce que le droit des affaires, c'est avant tout du droit privé, donc, et beaucoup de droit des contrats, donc on ne regarde pas que les notes de droit des affaires. Les entretiens pour les masters se font avant les résultats sur le master? Oui, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, c'est avant le 23 juin. Comment justifier d'une mauvaise note?
Ça dépend. Si vous avez une mauvaise note parce que vous n'avez pas du tout travaillé, ce n'est pas justifiable. Voilà. Ensuite, si c'était... Moi, j'ai déjà vu dans des lettres de motivation, des gens m'expliquaient, voilà, le sujet de dissert, c'était tel sujet, j'ai fait un hors-sujet, j'ai traité ça, mais j'ai eu une très bonne note en TD, j'ai eu des bonnes notes par ailleurs. Voilà, c'était un accident, donc ça peut se justifier comme ça. Si on est en L3 à Bordeaux et que l'on candidate pour un master à Bordeaux, est-ce que le directeur de master aura accès aux notes du S6? Ça, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Si on a un cours pendant une réunion de master qui nous intéresse, qu'on la demande et qu'elle n'est pas enregistrée, est-ce qu'il y aura un moyen d'avoir un retour sur celle-ci? Dans ce cas-là, si vous connaissez des étudiants qui peuvent assister à la réunion, oui, il y aura un retour possible, sinon, non. Sinon, pensez à la journée des masters qui aura lieu aussi. Il y aura la journée des masters. Une acceptation provisoire pour rester sur liste d'attente de X master annule-t-elle toutes les autres listes d'attente? Non, parce qu'une acceptation provisoire, ça suppose que vous ayez eu une acceptation d'un master. Donc, vous acceptez ce master et ensuite, vous conservez tous vos rangs sur toutes les listes d'attente. Alors, me semble-t-il, on vous demandera même, vous aurez la possibilité de renoncer à certaines listes d'attente. Bon, imaginons, candidater à Bordeaux, à Nantes, à Marseille, à Toulouse. Bordeaux, Nantes, Marseille, Toulouse. Au départ, vous êtes sur liste d'attente sur toutes vos candidatures. Puis, vous recevez une acceptation de Nantes. En fait, vous voulez aller à Toulouse. Bon. Vous acceptez provisoirement Nantes, parce qu'on ne sait jamais. Si Toulouse ne vous prend pas et que les autres ne vous prennent pas, il faudra bien trouver un master. Donc, vous acceptez provisoirement Nantes. Vous êtes toujours sur liste d'attente à Bordeaux, Marseille, Toulouse. Et on va vous dire, est-ce que vous conservez tous vos rangs sur liste d'attente ou certains d'entre eux? Alors, vous dites, je conserve tous mes rangs sur liste d'attente. Peu de temps après, Bordeaux vous envoie une proposition d'admission. Bon, vous aviez votre acceptation provisoire à Nantes. Vous vous dites, en fait, je préférerais, dans l'hypothèse où je n'ai pas Toulouse, je préfère quand même rester à Bordeaux. Vous acceptez provisoirement Bordeaux. Nantes, votre admission tombe et vous n'êtes plus sur liste d'attente, plus rien. Et vous êtes encore sur liste d'attente à Marseille et à Toulouse, et ainsi de suite. Est-ce qu'il faut obligatoirement des lettres de recommandation? Non. Alors là, vraiment, les lettres de recommandation, soit elles apparaissent dans les attendus du master auquel vous candidatez et dans les pièces qui vous sont demandées, une lettre de recommandation, donc là, c'est qu'il en faut une. Ça peut être, vous verrez que certaines pièces sont demandées, mais de manière facultative, c'est-à-dire vous avez une lettre de recommandation, vous l'envoyez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et pour beaucoup de masters, les lettres de recommandation ne sont pas demandées. Comment faire si la plateforme bug et qu'on n'a pas pu accepter notre revue? Est-ce que ça remet en cause notre admission alors qu'on n'aura pas pu valider notre revue? Alors là, les bugs de plateforme, honnêtement, il y aura une assistance pour la plateforme, mais alors après, comment ça va être traité? De toute façon, s'il y a un bug, il sera probablement national, donc ce sera étudié en temps voulu et il y aura peut-être des correctifs d'appliquer à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas de réponse à cette question précisément. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que pendant la période de réception des réponses, essayez de rester dans un coin où vous captez. Hein. Non, mais c'est un peu bête, mais si vous allez au fin fond de la campagne et qu'il faut aller à l'autre bout du bois pour capter, c'est pas un bon plan. Et surtout aussi, si vous avez un bug de ce type, manifestez-vous. Ne vous dites pas, ne restez pas dans votre coin à vous dire, il y a un bug, j'attends que ça passe. Non, manifestez-vous, qu'on puisse faire remonter cette information et justement pallier à tout ça. Ouais. Oui, le risque, c'est que n'attendez pas une semaine en disant mais j'avais accepté et en fait, il y a eu un bug. Il faut vraiment tout de suite dire il y a un problème. Un redoublement L3 est rédhibitoire. Alors, attendez, ça dépend. Alors, si vous avez redoublé l'an dernier votre L3, que vous êtes de nouveau en L3 et que vous allez candidater, c'est absolument pas rédhibitoire. En tout cas, si vous avez de meilleures notes que l'an passé. Si
si vous avez les mêmes notes, voire moins bien, et que vous vous acheminez vers un deuxième redoublement, bon, là, oui, ça sera rédhibitoire. Donc, si je comprends bien, si je postule pour les 13 mentions de Bordeaux, par exemple, je ne peux faire que 2 vœux dans une autre université. Vous pourrez faire 2 vœux dans 2 autres mentions d'une autre université ou un vœu dans une autre université. Enfin, un vœu dans une mention d'une autre université, mais ce vœu dans une autre mention, ça peut être un vœu pour 5 parcours et un vœu pour une autre mention d'une autre université. C'est ça. Avez-vous accès à toutes les lettres de motivation d'un candidat qui sont déposées sur la plateforme? Non, les responsables de parcours n'ont accès qu'à la lettre de motivation destinée à leur parcours. À partir de combien qualifiez-vous un dossier de bon? Je sais que ça varie selon les cas, mais c'est pour se faire une idée globale. Oui, c'est compliqué. Un bon dossier, c'est un dossier qui a 11. Dossier à 11, à peu près 11, L1, L2 ou L3, c'est un bon dossier, quoi. Même, ça peut être un dossier à 10, mais avec de bonnes notes dans les matières qui intéressent le master aussi, hein. Ça peut être un bon dossier aussi. Après, un dossier, si vous avez eu chaque année avec des points du jury à 10, voilà, ça devient compliqué, ouais, à mon avis. Est-ce qu'il est pertinent de mentionner dans la lettre de motivation qu'on envisage un double cursus? Mais ça dépend le double cursus envisagé, mais je vois pas pourquoi ça serait problématique. Est-ce qu'il y a de la communication entre les directeurs de master à Bordeaux ou dans d'autres villes? En principe, très très peu, hein, parce que le nombre de candidatures fait que de toute façon, ça servirait à rien de communiquer. L'admission est valable pour une année ou on peut la reporter sur une autre année? Ah non, c'est valable que pour une année. Si là vous êtes accepté dans je sais pas quel master de Bordeaux, mais que vous ne vous inscrivez pas administrativement, il faudra recandidater l'année prochaine. C'est possible de se retrouver sans master alors qu'on a tout de même validé la L3. Oui, c'est possible. C'est possible. Je ne peux pas vous dire autrement que c'est possible. Je ne vous dis pas que c'est certain, mais c'est une possibilité. Étant donné les dates de candidature, seules les notes du premier semestre de L3 sont disponibles. On a déjà répondu. Est-ce qu'on peut récupérer un vœu refusé par erreur? Ça, je ne crois pas, hein, parce que dès que vous refusez un vœu, quelqu'un d'autre qui est sur liste d'attente reçoit une admission. Donc, il ne faut pas refuser par erreur, hein. Attention. Il faut faire très attention. C'est des entretiens. Non, on a dit qu'il n'y avait pas d'entretien après le 23 juin. Est-ce que le fait d'avoir passé une matière à la session 2 car malade est vu comme un rattrapage ou pas? Là, on rattrapage ou pas. Alors sur le relevé de notes, oui, ça apparaîtra comme un rattrapage. Bon. Si c'est une matière, mais non, même pas. Sur le relevé de notes, ça apparaît comme quoi? Je sais pas. Je crois que ça dépend en plus des facultés. Bon, honnêtement, je pense que c'est pas très grave. Si c'est une matière très importante pour le master auquel vous candidatez, parce que de toute façon, vous aurez une note, quoi qu'il arrive. Si la note est bonne, c'est pas très grave que vous l'ayez en session 2 ou en session 1. Un entretien peut être demandé durant la phase d'examen des candidatures du 24 avril au 7 juin. Oui, hein. C'est pas ça. Si, 24 avril au 16 juin, oui. Je le répète, hein, c'est quand même assez rare, hein. Est-ce qu'on peut indiquer nos moyennes de L1 et L2 dans notre CV ou éventuellement d'autres notes importantes pour la sorte concernée? Oui, vous pouvez. Sachant qu'on aura les relevés de notes, hein, donc quoi qu'il arrive, on ira vérifier. Tous les masters ne feront pas de présentation. Par exemple, l'IJFS en mention droit des affaires, je ne le vois pas sur le calendrier. Alors, le calendrier va être mis à jour. Donc, et il y aura bien une présentation du master IJFS. Quid des étudiants en droit public qui veulent candidater pour le droit des affaires approfondi? Est-ce qu'on a les mêmes chances que ceux qui ont suivi le droit privé en L3? Oui. Oui. Bah, je peux répondre, c'est moi le responsable, là, Guillaume Drault. Oui, nous, on ne fait pas de ségrégation privatiste-publiciste. Si on a un étudiant publiciste qui nous explique dans sa lettre de motivation que
c'est le droit des affaires qui l'intéresse, et particulièrement un master plutôt recherche, et que le dossier est bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que la lettre de recommandation a une incidence positive? Honnêtement, ça dépend des responsables. Moi, j'en tiens vraiment très peu compte. Je peux éventuellement en tenir compte quand elle vient d'un collègue professeur ou maître de conférence dont je connais l'honnêteté et qui fait une vraie lettre de recommandation. Après, si c'est une lettre de recommandation d'un avocat chez lequel vous avez fait un stage, pour moi, ça n'a vraiment à peu près aucune valeur. Et d'ailleurs, enfin, pour ce qui concerne mes masters, on n'en demande pas. Voilà. Donc, je suppose que dans les masters où ils demandent une lettre de recommandation, c'est qu'ils y accordent une importance, mais dans les autres, non. On ne valide pas son premier semestre, mais qu'on valide le second et que l'on valide l'année, et qu'on a une chance d'être en liste d'attente. Oui, vous avez une chance d'être dans liste d'attente. Est-ce que les stages effectués peuvent combler ou permettre à un étudiant moyen d'être accesseur en master? Ça, je ne pourrais pas répondre de manière générale. Ça va dépendre des responsables de master. Est-ce que le fait d'avoir été pris en master l'année dernière à Bordeaux, mais d'avoir dû redoubler à L3 est un désavantage pour cette nouvelle finition? Non, c'est pas un désavantage. C'est pas un désavantage. Bon, ça montre aussi à tous ceux qui nous écoutent qu'on peut être pris en master tout en redoublant la L3, mais enfin, donc la personne en question a été admise en master, mais ayant redoublé la L3 n'a pas pu intégrer le master. Recandidater ne pose pas de difficulté particulière. Enfin, c'est pas un inconvénient. Un 5 a toujours une chance, je crois qu'on a. Oui, en 5, vous avez une chance. Est-ce que les étudiants qui ont déjà obtenu une licence dans un pays étranger et qui sont inscrits actuellement en année de licence peuvent tenir compte de leur licence antérieure pour formuler leur demande? Qu'est-ce que vous... Alors, ils sont inscrits actuellement en licence en France, je suppose. Le fait d'avoir déjà eu une licence... Si la question c'est vous avez eu une licence à l'étranger, puis vous êtes inscrit actuellement en licence en France, le fait d'avoir déjà eu une licence à l'étranger, c'est quelque chose qu'effectivement vous pouvez valoriser. Donc ça peut être pris en considération. Voilà. En tant qu'étudiant en droit, est-ce qu'on peut candidater à des masters qui ne sont pas des masters de droit ou est-ce qu'on est restreint? Tout dépend des attendus des masters dans lesquels vous candidatez. Dans les masters droit, un des attendus, c'est d'être inscrit en licence droit ou éventuellement en licence AES. Donc, quelqu'un qui vient d'une licence de physique-chimie, a priori, il peut candidater, mais on ne le prendra pas. Donc, je suppose que c'est pareil dans d'autres facultés. Dans certaines universités, le Master 1 est commun à tous les parcours d'une mention, mais les Master 2 sont spécialisés et présentent des parcours différents. Dans ce cas-là, on postule bien au Master 2 sur la plateforme et non pas au Master 1. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Vous postulez en fait au parcours, Master 1 plus Master 2. Le fait que le Master 1 soit commun aux différents parcours d'une mention, ça veut simplement dire que c'est en Master 2 que les particularités du Master s'expriment. Et cela veut dire surtout que vous, votre lettre de motivation, elle doit être tournée vers le Master 2. Parce que si vous dites j'adore vos matières de Master 1, le responsable de parcours va se dire oui, mais c'est les mêmes dans tous les autres parcours. Donc, bon, voilà. Mais ça, c'est un peu la règle pour tous les masters. C'est-à-dire que les Master 1 sont souvent assez comparables au sein d'une même mention, et c'est le Master 2 qui fait la différence. Et c'est le Master 2 qui doit guider votre choix. Faites bien attention au Master 2, parce que chaque année, on a des étudiants quand même qui, à la fin du Master 1, se rendent compte que en fait, le Master 2 ne les intéresse pas tant que ça, et le changement est compliqué. Donc, voilà, regardez bien les Master 2. Si le Master est composé d'enseignements dispensés par des professeurs que l'on a déjà eus, est-ce que c'est possible de préciser dans la lettre de motivation que nous avons vraiment apprécié le précédent enseignement? Oui, vous pouvez le préciser, mais en essayant que ça passe vraiment pas pour la flagornerie un peu hypocrite, quoi. Mais sinon, vous pouvez. Mais
faisant attention à la formulation. Quelle est la durée intéressante pour un stage? Est-ce qu'une semaine, ça compte pour la sélection ou est-ce qu'il faut vraiment en avoir deux? Ça dépend, encore une fois, ça dépend des parcours. Dans certains parcours, le stage n'est vraiment pas un critère. Dans d'autres, c'est un supplément. Si c'est un stage découverte d'une semaine, bon, on va avoir tendance à se dire que c'était voilà, un stage d'observation et que vous n'avez pas vraiment travaillé, entre guillemets. Donc, un stage plus long suppose quand même voilà, c'est tout. Mais ça n'a pas vraiment d'importance particulière. Là, je le dis quand même au cas où, ne vous dites pas que vos chances sont perdues parce que vous n'avez pas fait de stage. C'est vraiment pas le critère principal de sélection. Est-ce qu'on peut postuler avec une licence obtenue à l'étranger? Si celle-ci est considérée comme équivalente aux ECTS, aux ECTS, etc., il n'y a pas de souci. En L3, droit de l'entreprise, qui prétend un master mention droit des affaires, est-ce qu'il est pénalisant de ne pas avoir pris droit des contrats, mais droit du travail en deuxième matière ATD? Du travail. Alors ça, je vous invite à poser la question au responsable du parcours auquel vous candidaterez, quoi. Combien de mentions doivent être candidatées pour pouvoir bénéficier du droit au rectorat de la commune, la recteur? 5, je crois. Conditions de saisine. Conditions de saisine. Être au moins nombre de 5 placements sur le moment. A priori, au moins 5. Concerner au moins 2 mentions master distinctes et adresser au moins 2 établissements d'enseignement supérieur différents. Donc, ce que je comprends, c'est au moins 5 candidatures, donc 5 masters différents, relevant de 2 mentions différentes et d'au moins 2 établissements différents. Donc ça, les informations, je le répète, sont sur la plateforme Mon Master, s'informer, saisir le recteur. Et il y a une foire aux questions également. Les vœux en liste d'attente au 21 juillet sont-ils refusés d'office parce que le système continue à tourner après le 21 juillet comme Parcoursup? Je ne crois pas qu'il soit refusé d'office, mais je ne pense pas que ça continue de tourner, puisque normalement... Il n'y a pas de phase complémentaire. Pas de phase complémentaire. Ce qui peut éventuellement arriver, en revanche, c'est qu'un étudiant admis dans le master, finalement, ne s'inscrit pas administrativement, notamment parce qu'il finalement, il intégrerait une école privée, type école de commerce. Donc là, ça veut dire qu'une place se libérera dans le master. Et si vous êtes sur liste d'attente à un rang utile, on peut éventuellement vous contacter pour vous demander si vous voulez toujours intégrer le master. Mais en tout cas, la liste ne tourne plus. Donc, si la lettre de recommandation n'est pas obligatoire, est-ce qu'elle doit figurer dans le même fichier que non. Dans tous les cas, c'est 2 fichiers différents. 2 fichiers différents. Est-ce qu'on peut faire une césure entre le L3 et le M1? Et si oui, est-ce qu'il faut l'indiquer dans la lettre de motif? La césure, mais la césure au titre administratif. Enfin, la césure officielle. L'année de césure Je ou... pense l'année de césure. Alors, je pense que oui, on peut la faire entre le L3 et le M1, mais il faut l'accord du directeur. Oui, c'est ça. Master. Donc, vaut mieux l'indiquer. Ouais. Vaut mieux l'indiquer. Si je comprends bien, les dossiers sont préclassés par rapport aux notes qu'on a et à notre moyenne, qu'après, le directeur de l'emploi les examine. Elles ne sont pas préclassées. C'est-à-dire qu'on va avoir un fichier Excel avec l'ensemble des candidatures et l'ensemble des informations. Et sur un fichier Excel, vous pouvez classer les candidatures par ordre alphabétique. Et si vous avez, si on a les moyennes en L2 ou la note en obligation, eh bien, grâce à Excel, on clique sur la colonne et on fait classer par ordre croissant ou décroissant. Donc, il n'y a pas un pré-classement, c'est simplement grâce au fichier Excel d'examen des candidatures,
oui, on peut organiser les candidatures dans l'ordre des notes ou des moyennes ou des informations qui paraissent pertinentes à chaque responsable. Du coup, il n'y a pas un seuil fixé par... Ah non, non, il n'y a aucun seuil particulier. En fait, tout dépendra du nombre de candidatures. Hein. Moi, pour ce que je connais en droit des affaires approfondi, l'an dernier, on avait 850 candidatures. En droit privé approfondi, on en avait 1400. Si cette année, ça double, voilà, on va pas regarder 3000 candidatures. Si en regardant 1000, on a déjà rempli notre liste d'attente à 300, quoi. Voilà. Et qu'on peut classer comme ça en fonction des moyennes. Alors, est-ce qu'il faut préciser, oui, c'est le fait d'avoir été pris en master l'année dernière, mais d'avoir dû redoubler, par exemple, CL3, est-ce qu'il faut le préciser dans la lettre de motivation? Moi, j'aurais tendance à dire que ça peut être bien d'expliquer parce que ça va apparaître sur votre relevé de notes. Enfin, ça va apparaître que vous avez redoublé la L3. Alors, est-ce que ça va apparaître que vous étiez accepté en Master 1? Ça, je ne sais pas. Mais si vous avez les moyens d'expliquer pourquoi ça s'est mal passé, je pense que c'est mieux de l'expliquer. Voilà. Plutôt que de laisser le responsable se poser des questions. C'est toujours ça. Hein. Parce que imaginez le responsable de parcours, il est devant un fichier Excel avec 1 millier de candidatures, des relevés de notes dans tous les sens. Là, il regarde, il voit que vous avez redoublé de votre L3, que vous n'en parlez pas dans la lettre de motivation. Donc, il va se dire, mais pourquoi? Donc, je pense que quand vous avez les moyens de donner une explication, hein, c'est mieux de la donner. Quoi. Voilà. 3 questions. Valider son année au rattrapage permet-il d'obtenir un master? Oui. Est-ce qu'on peut postuler avec une licence obtenue à l'étranger et avoir une acceptation? Pour le cas d'un étudiant inscrit en L3 de droit à Bordeaux dont l'année s'est mal passée. Donc, faire valoir sa licence obtenue à l'étranger plutôt que son inscription actuelle en L3 à Bordeaux. Ça, non, pour le coup, non. Comment vous dire, votre licence obtenue à l'étranger, vous pouvez la faire valoir, mais si au temps T, au moment où vous candidatez, vous êtes en voie de redoubler la L3 à Bordeaux, je ne suis pas sûr que la licence obtenue à l'étranger change fondamentalement l'opinion du responsable de master sur votre candidature. Est-ce que vous avez une idée de la difficulté d'intégration dans le master droit international, mention droit international? Il faudra demander au responsable du master droit international. Pour la mention, on a statistique 12 candidats pour une classe, mais c'est sur la mention. Oui, ça, c'est pas... Donc, oui, c'est pas... les L3 de Bordeaux sont-ils pénalisés par rapport aux autres universités en raison de la courte période de révision dont nous avons eu droit, notamment pour les mineurs, ou essentiel pour tout le monde? Alors, je ne sais pas si c'est ainsi pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas pénalisé. Est-ce qu'il faut aussi donner le relevé de l'année où on a redoublé ou juste celui qui a été validé? Relevé de note. Écoutez, nous, les années précédentes, on avait tout. Mais là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'était obligatoire l'an dernier, les années précédentes. Mais c'est vrai que nous, quand il y avait des redoublements, on avait je sais pas, le relevé de note de la première L1 redoublé, le relevé de note de la seconde L1 validé. Donc ça, je ne saurais pas vous répondre. Hop, la dernière question. Comment serons-nous au courant des réunions de master? C'était le site de la fac. Je vous mets le lien dans la discussion normalement, le lien direct sur l'article, donc sur le site de la fac. C'est là. Ouais. Donc c'est l'information. Donc non, en fait, vous voyez mardi du droit, c'est le bandeau déroulant, il faut avec la petite flèche, voilà. Passer, encore. Voilà, et là c'est l'article où vous allez retrouver toutes les infos.
Donc, présentation visuelle de chaque master. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait que certains... Alors, pour les étudiants en L3 à Bordeaux, j'envoie le fichier avec les mots de passe et les liens, mais pour les étudiants qui ne sont pas bordelais et qui en ont besoin, il faut me demander le mot de passe. Certaines visios sont soumises à mot de passe. Et normalement, j'ai mis le lien dans la discussion pour tout le monde. Je vais rajouter le lien sur le En PowerPoint. direct. Je crois que c'est juste après le lancement. Il y a d'autres questions. L'année dernière, est-ce que vous prenez en compte le fait que Bordeaux applique la réforme et pas les autres universités pour les redoublements et la validation des blocs? Où la question? Nous appliquons la réforme. Alors, quelle réforme? Pour les redoublements et la validation des blocs, l'histoire des blocs de compétences fondamentales et... Non, j'imagine. Le fait que la moyenne oui, le bloc, il n'y avait pas les juger. Oui, nous, on n'a pas. Il n'y a pas de 14. Je pense, vous précisez votre question. Honnêtement, je pense qu'on n'en tient pas compte. Hein. Enfin, là-dessus, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. C'était la dernière question. Est-ce qu'on a tout dit? Je pense. Hein. Il me semble. Voilà, donc pour le reste, je vous invite vraiment pour les masters qui vous intéressent, à aller voir les visios ou à vous débrouiller ou aller sur les stands lors de la journée master. Et voilà. On va se quitter là alors. Je crois. Allez, j'arrête le partage. Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. Et puis, bon courage. Et j'espère que voilà, vous aurez ce que vous voulez. Allez, au revoir. À tous.